Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble, c'est mieux sur France 3 Bretagne, votre magazine de la solidarité. Allez, commençons par le sommaire du jour. Ce matin, le geste est simple, il peut sauver une vie. Nous allons parler du don de sang, il est au cœur de notre émission chaque jour en Bretagne. 600 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients. Pourquoi pas le vôtre? On vous dit tout dans un instant. Les dons qui sont décidément à l'honneur dans notre émission, une soupe, un café, un livre, le mouvement des suspendus se développe. Nouvelle illustration à Vitré en Ille-et-Vilaine. Béatrice Gay offre des soins aux femmes les plus démunies et c'est inédit. On en parle avec elle tout à l'heure. Ils ont également besoin d'aide. Eux aussi, nous ferons un zoom comme chaque mardi sur un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Ce matin, nous vous présenterons un atelier dédié au brassage de la bière à Brest. Autre création dans le domaine de la santé cette fois-ci, le CHU de Rennes a mis en place en décembre dernier une nouvelle filière physiologique pour les femmes qui souhaitent un accouchement dans les conditions les plus naturelles possibles. Et une sage-femme sera avec nous. Et puis enfin, nous évoquerons une initiative morbihanaise Néo-Mobilité qui propose 2 services pour faciliter l'emploi sur le territoire, une auto-école solidaire itinérante et puis un service de location de voitures à destination notamment des demandeurs d'emploi. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous. Je suis bien entourée ce matin. Bonjour Catherine. Bonjour Laurence, ça va bien? Oui, impeccable. Vous mettez votre petit grain de sel? Oui. De globules ce matin? Oui, regardez votre petit globule ce matin. Ma veste rouge sang. Vous êtes à l'occasion. Veste rouge sang. Mais oui, puis surtout que c'est un sujet qui est intéressant, d'autant plus que je n'ai jamais donné mon sang. Donc j'ai tellement de questions à vous poser. Il paraît, moi je pensais être donneuse universelle en étant au négatif, mais a priori c'est pas si simple que ça, vous allez pouvoir nous le dire. Et puis besoin surtout de savoir, est-ce qu'il y a un casse-croûte après? C'est peut-être la question aussi que tous les Bretons se posent. Et puis donc s'il faut vous donner du sang, je vous aiderai. S'il faut aider la brasserie, je l'aiderai aussi volontiers. Voilà, beaucoup de thèmes très intéressants aujourd'hui encore. Votre générosité est sans limite, ma chère Catherine, on le sait, c'est pas une nouvelle. Ce matin, vous l'avez compris, c'est donc d'un acte altruiste que nous allons parler. Le don de sang, quels sont les besoins dans notre région? Qui peut donner? À qui bénéficieront les dons? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre. Mais d'abord, comme chaque début d'émission, je vous propose une petite explication en images. Le don de sang, qu'est-ce que c'est? La réponse tout de suite. Vous voulez donner votre sang? C'est super, bravo! Mais en fait, ce n'est pas si simple. Pour commencer, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser plus de 50 kilos, puis il faut passer un entretien de pré-don. Et là, nous ne sommes pas tous égaux. Mesdames, vous ne pouvez donner votre sang que 4 fois par an seulement, alors que vous, messieurs, c'est 6 fois maximum. Homosexuels, abstinence de 12 mois exigée, sauf si c'est entre femmes. Ladies and gentlemen, bienvenue à bord de ce trajet destiné à vous permettre de faire un don du sang en toute sécurité. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Si fièvre ou prise récente d'antibiotiques, passez votre tour. Un rendez-vous chez le dentiste prévu dans les 24 heures, par ici la sortie. Et ce n'est pas fini. Tatoué ou percé depuis 4 mois? Consommation de drogue? Différents partenaires sexuels ces 4 derniers mois ou une maladie sexuellement transmissible? Un voyage au Royaume-Uni entre 1980 et 1996, c'est no way à cause des risques de vaches folles. Le sang n'est conservé que 5 jours. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour soigner les patients en France. Donc, donner toutes les 8 semaines permettrait de sauver 1000 vies. Autant le dire, ça vaut le coup de prendre 8 à 10 minutes de votre temps. En échange, vous ne serez pas rémunéré comme aux États-Unis, en Allemagne ou en Tanzanie, mais vous aurez un petit goûter. Vous voulez savoir qui est la nouvelle star du don du sang? Applaudissez nos amis du groupe O négatif, car ils sont donneurs universels. On a une championne en plateau ce matin. O négatif, c'est elle, la championne. O négatif. On va éclaircir un petit peu tout ça. On va apprendre plein de choses ce matin avec vous, Julien Robinet. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'EFS, l'établissement français du sang en Bretagne. On va commencer, si vous le voulez bien, par un état des lieux. Quel est l'état de la réserve dans notre région et dans le pays? On va élargir un peu. Alors, le niveau de réserve aujourd'hui permet de répondre aux besoins des malades. Par contre, il faut savoir, il permet de répondre aux besoins, mais il faut savoir qu'on ne peut pas constituer des réserves sur une période trop importante, puisque les produits sanguins ne se conservent pas dans le temps. Un globule rouge, ça se conserve 42 jours, des plaquettes, ça se conserve 7 jours. Donc, il est important de pouvoir avoir un niveau de prélèvement régulier tout au long de l'année pour répondre aux besoins des malades qui, eux, sont constants également tout au long de l'année. Bien sûr, donc un produit fragile, situation fragile également, ça veut dire que les besoins sont importants. Est-ce que vous pouvez les chiffrer pour nous en Bretagne?
Alors en Bretagne, c'est effectivement, comme ça, vous l'avez montré, 600 dons de sang qui sont nécessaires chaque jour. Au niveau national, c'est 10 000 dons de sang également tous les jours. Donc ce sont des besoins qui sont importants et encore une fois réguliers tout au long de l'année. Alors, vous avez fait la distinction tout à l'heure, globules, plasma, plaquettes. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Quand on donne son sang, donc on donne tout ça à la fois, mais sans le savoir évidemment. Est-ce que les besoins en plasma sont très importants? Est-ce qu'il vous en manque? Expliquez-nous un peu ce que c'est, la différence avec les globules et les plaquettes. Alors, lorsque vous donnez votre sang, vous donnez plusieurs choses. Vous donnez effectivement des globules rouges qui sont indispensables au transport de l'oxygène dans le sang. Il y a également des plaquettes qui ont un rôle très important au niveau de la coagulation. Sans plaquettes, on aurait du mal à arrêter un saignement. Et au niveau du plasma, il y a effectivement différents éléments indispensables à la vie aussi, des facteurs de coagulation et également des immunoglobulines qui ont un rôle dans la défense immunitaire contre différentes maladies. Donc les besoins en plasma sont vraiment très importants? Donc les besoins en plasma augmentent, et donc notamment au travers des besoins des immunoglobulines issus du plasma. Donc on a besoin d'augmenter notre niveau de prélèvement en plasma pour répondre aux besoins des malades. Alors on discutait tout à l'heure, on va faire un petit sondage. Vous êtes quel groupe les uns les autres, là, comme ça on va voir ça. Alors au moins on sait... AB-. AB-. C'est rare ça, AB- comme groupe? C'est peu fréquent. C'est peu fréquent. Ah, vous êtes rare. Je suis rare. Béatrice? A+. A+, ça c'est plus fréquent comme groupe? C'est plus fréquent, oui, et moi je suis A+, aussi. A+, et moi AB+. Alors, receveuse universelle, c'est vrai ça ou pas? Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est vrai pour les globules rouges, puisqu'on a des règles de compatibilité, mais il faut savoir que pour le plasma, c'est différent. Alors, que expliquez-nous ça. Les donneurs universels ne sont pas les mêmes que lorsqu'on parle du plasma ou lorsque l'on parle des globules rouges. Ça veut dire qu'il y a des différences de composition, on va dire? Non, c'est pas une question c'est une question de réaction, c'est-à-dire que sur vos globules rouges, il y a un certain nombre d'antigènes, et donc lorsque l'on parle bien A, B, AB, c'est la présence de ces antigènes, antigène A, antigène B, antigène AB, qui sont présents sur les globules rouges, et au niveau de votre sang, vous avez également possiblement des anticorps au niveau du plasma. Et donc si on apporte des anticorps dirigés contre le A, des globules rouges on les met en présence de globules rouges avec A, il y a une réaction antigène-anticorps, et ça effectivement c'est tout ce qu'on ne veut pas en transfusion, puisque ça crée un accident transfusionnel. Donc il y a des règles de compatibilité, mais selon que l'on apporte les antigènes ou que l'on apporte les anticorps, eh bien ce ne sont pas les mêmes règles en termes de donneurs universels. D'accord, c'est tout à fait clair, on a tout compris, impeccable. Eh bien, la question suivante, c'est pas moi qui vais vous la poser, c'est l'une de nos téléspectatrices, elle s'appelle Michel, elle nous regarde dans le Finistère, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Michel, j'habite Pleumeur et j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a un âge limite pour donner son sang? Merci pour votre réponse, c'est sympa. Bye bye. Elle est de bonne humeur, Michel. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a un âge limite pour donner son sang? Alors, il y a un âge pour donner son sang. On peut donner du premier jour de ses 18 ans jusqu'à la veille du 71e anniversaire. Alors, pourquoi après, on est périmé, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, on n'est pas périmé. Il faut savoir qu'avant, la limite était à 65 ans. Elle a été ramenée à 70 ans. Okay. C'est une question de facteur de risque cardiovasculaire en population générale qui fait qu'au-delà d'un certain âge, eh bien, ce risque augmente. Et au niveau du don de sang, on le verra aussi au travers de l'entretien pré-don, il est important pour le don de sang qu'il n'y ait pas de risque pour les donneurs, il n'y ait pas de risque pour les receveurs. Donc c'est pour ne pas prendre de risque vis-à-vis des donneurs qu'il y a cette limite d'âge. Quels sont les groupes sanguins dont vous avez besoin? On imagine la réponse, mais bon... Alors on a besoin de tous les groupes, voilà, je vous confirme, tous les groupes sont utiles, puisque voilà, en fonction d'une diversité de groupes sanguins au niveau de la population, donc c'est une diversité qu'on trouve également côté receveur, et donc il faut aussi une diversité côté donneur pour répondre à cette diversité-là. Donc on a besoin de tout le monde. D'accord. Qui sont les malades qui vont bénéficier de ces dons de sang? Alors, on associe souvent la transfusion à un contexte traumatique, aigu, de type accident, hémorragie de la délivrance, par exemple. Il faut savoir que ça reste bien sûr des situations transfusionnelles, mais ce ne sont pas les plus fréquentes, puisque 40% des transfusions se passent dans un contexte de cancer et de maladie du sang. Donc dans un contexte de maladie plus chronique, et ces besoins sont également importants puisqu'ils augmentent avec le vieillissement de la population.
Très bien. Écoutez, vous restez avec nous, Julien Robinet. On continuera à parler du don de sang tout au long de cette émission. Vous avez déjà donné votre sang les unes les autres? Donc, Catherine, on sait, vous êtes mauvaise élève. Anaïs? Moi, j'ai une contre-indication. Ah, bon, je ne peux pas donner mon sang. D'accord. Béatrice? Bon, désolée sur ce plateau ce matin. Bon, moi, je l'ai déjà donné, je vous rassure. Tout va bien. Mais ça fait un petit moment, donc il est grand temps de recommencer. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous parlons donc, vous l'avez compris, du don de sang ce matin dans Ensemble c'est mieux. À présent, on va s'intéresser à un mouvement de solidarité, encore un, qui prend de l'ampleur, le mouvement des suspendus. Alors, si c'est un mystère pour vous, ça ne va pas le rester longtemps. Vous savez, c'est quand on commande un café pour soi et puis un autre qu'on offre à une personne un peu plus démunie. Eh bien, à Rennes, la démarche séduit de nombreux commerces. Illustration tout de suite avec ce reportage de Catherine Jonot. Un geste solidaire et ce jour-là, 11 soupes offertes aux personnes dans le besoin grâce à la générosité des clients de ce restaurant. Le principe, payer 2 fois le prix du produit et faire don du deuxième. Généralement, quand j'ai un plus de monnaie, il reste 2-3 euros, je m'en sers pour donner une soupe suspendue. Parce que je me dis, 2 euros, je passe après, c'est payer des gens, surtout l'hiver en fait. La soupe suspendue, c'est une soupe en suspens, en attente donc d'être consommée par qui la demandera tout simplement sans justificatif. La démarche a semblé naturelle dans ce magasin où l'on emploie des handicapés en insertion professionnelle. Pour nous, c'était vraiment important de participer à cette initiative qui est une poursuite logique de notre démarche sur l'intégration, sur l'ouverture. L'idée a germé au sein de la Maison des citoyens. Des citoyens désireux d'agir à leur échelle afin d'améliorer le vivre ensemble sans attendre des acteurs politiques. La Maison des citoyens est née il y a 2 ans sous forme d'un collectif. Alors un collectif qui a été impulsé par Alexandre Jardin, l'écrivain, qui nous a qui a porté des mots sur le réveil citoyen et nous dire qu'on pouvait être tous citoyens, mais citoyens actifs et agir pleinement sur son territoire. Ce discours a déjà convaincu une dizaine de commerçants sur Rennes. Des restaurateurs, mais aussi un coiffeur, une salle de spectacle et 7 librairies. Sur le comptoir, une cagnotte suspendue, car acheter un livre n'est pas si superflu. Tout le monde a envie de lire, de pouvoir s'évader, et d'autant plus si on a des problèmes financiers. Alors oui, effectivement, c'est pas avec ça qu'on va se nourrir, mais en même temps, on se nourrit l'esprit et c'est aussi super. Pour étoffer son offre, la Maison des citoyens espère convaincre des vétérinaires pour les soins des animaux, des sans-abri et des instituts de bien-être. Et bien voilà, à Vitré, c'est dorénavant chose faite. Grâce à vous, Béatrice Gay, justement, vous êtes praticienne bien-être et vous offrez des soins dans vos cabinets, dans votre cabinet, aux femmes qui n'ont pas beaucoup de ressources, on va dire ça comme ça. C'est le mouvement des suspendus qui vous a inspiré? Alors au départ, j'avais mis en place ce que j'appelais les soins solidaires. Donc j'avais mis une cagnotte en place. Et c'est en parlant avec une connaissance qui m'a dit « Mais sur Rennes, ça ressemble à ce que font les Rennais, c'est les suspendus. » Le terme m'a bien plu, donc je leur ai piqué le terme et j'ai appelé ça les soins suspendus. Les soins suspendus. Mais c'est sur le même principe. Donc, Monsieur Jourdain, vous faisiez de la prose avant même de... Voilà. Et qui alimente la cagnotte que vous avez mise en place? Alors, la cagnotte est alimentée de 3 manières. Alors, indirectement par mes clientes, quand elles achètent un soin, je prends 1 ou 2 euros sur le soin. D'accord. Donc elles savent avant d'entrer dans votre cabinet? Non, pas toujours. Vous leur en parlez en début de soin? Voilà, je leur en parle. Maintenant, j'ai des clientes qui connaissent le principe. Ça les embête que je retire 1 ou 2 euros sur leurs propres soins. Donc, elles me rajoutent, elles, 1 ou 2 euros. Et puis, la troisième manière d'alimenter, c'est toutes mes interventions donc en festival, en salon. Donc là, je fais des massages bénévoles et les gens payent au chapeau. Et ça va en cagnotte. Voilà, c'est ce qui alimente la cagnotte des suspendus. Qui sont les femmes à qui vous offrez ces soins? Alors, c'est des femmes qui n'ont pas les moyens de s'en payer. C'est souvent des bénéficiaires du Resto du Cœur, des femmes qui vont au CCAS demander de l'aide. Voilà, c'est particulièrement elles. Quels sont leurs retours? Qu'est-ce qu'elles vous disent? J'imagine que du coup, c'est un moment unique, elles sont super contentes, elles sont très heureuses. Souvent, elles n'ont pas eu de soins. J'ai beaucoup de jeunes femmes, de jeunes mamans qui n'ont jamais eu de vrai massage en salon. Donc elles sont accueillies vraiment comme des vraies clientes. Elles ont le thé, le café, elles ont leurs soins.
On discute, donc elles sont super contentes. Elles ont 2 heures à elles. Il y a beaucoup de pudeur, on imagine. Elles n'ont pas l'habitude en fait qu'on prenne soin d'elles, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de pudeur. Déjà le fait de passer la porte du salon. Déjà. Elles ont déjà fait le premier pas. Parce qu'il faut déjà accepter le fait qu'une inconnue mette ses mains sur elle et le regard sur elle, parce qu'il y a ça aussi. Donc déjà, le fait qu'elles aient fait la première démarche de passer la porte, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Quel type de massage? Est-ce qu'il y a des... C'est à la carte? C'est vous qui choisissez? Alors en suspendu, je propose 3 soins. 3 soins justement par rapport à la pudeur. Il n'est pas question que je les installe nues sur ma table. Ça, c'est très compliqué. Donc j'ai proposé 3 soins. Donc il y a le massage assis. Donc là, elles sont complètement habillées. C'est les massages qu'on voit en entreprise. Donc là, c'est un massage du crâne, du dos, des mains, des bras. C'est en acupression. Il y a le massage, le foot massage. Donc ça, c'est basé sur la réflexologie thaï. C'est une demi-heure. C'est sur un relax. Elles prennent le thé, elles boivent. Elles dorment si elles veulent. Donc c'est les pieds, la demi-jambe et les pieds. Donc ça se fait beaucoup en Thaïlande. Et le troisième, c'est sur la table, mais on n'a pas besoin de se déshabiller complètement. C'est le massage crâne et mains. C'est-à-dire que c'est de la réflexologie au niveau du crâne, du visage, des bras et des mains. Voilà, donc c'est des soins qui durent une demi-heure à peu près. Et qui apportent, on imagine, et qui apportent beaucoup de bien-être, de détente. Voilà. C'est un service inédit dans votre secteur d'activité. Vous espérez faire des émules? Eh bien, j'espère. J'espère qu'il y a déjà pas mal de choses qui se sont mises en place sur Rennes. Sur Vitré, il n'y a pas grand-chose. Vous êtes la seule pour l'instant à proposer? Sur les soins, oui, je pense. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plein de suspendus, des coiffeurs, des esthéticiennes. Enfin, moi, je suis dans le bien-être, donc je parle du bien-être. Voilà. Comment faites-vous pour vous faire connaître? C'est vous qui démarchez au les début, structures d'accompagnement social ou... Alors effectivement, au début, j'avais ma cagnotte. Alors c'était bien d'avoir ma cagnotte, mais j'avais personne. Et je me suis dit, mais comment les gens vont savoir que je suis là? Et donc je suis allée voir les Restos du Cœur. J'ai parlé de ma démarche au Restos du Cœur. Ils ont adhéré. Donc on a mis en place un petit carnet pour les bénéficiaires qui voudraient en profiter. Et je suis allée voir le CCAS qui a mis un petit panneau explicatif dans les locaux. Donc là, les femmes appellent ou ils sont envoyés par le CCAS directement. Et puis des gens, les gens en parlent. Il y a le bouche à oreille qui se fait également. Et en parlant de partenariat, là, je vous vois côte-côte. Ça pourrait pas être envisageable. On vient, on se fait masser pendant le don de sang. Et comme ça, on repart détendu. Et après, on joue solidarité. C'est pas mal. C'est une bonne idée, moi, je trouve aussi. Ça, plus le casse-croûte, là, j'irai tous les jours. Béatrice, vous en retirez quoi, vous, personnellement, de cette expérience? Que du bonheur. Pour moi, j'ai besoin de ça. Pour moi, c'est ce qui m'apporte de la paix. J'ai de la paix avec les autres et surtout la paix avec moi-même. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Voilà. C'est un beau témoignage que vous nous offrez là. Anaïque, vous avez entendu parler de ces soins suspendus? Non, c'était la première fois que j'en entendais parler. Je crois qu'il y a un salon solidaire à Rennes. J'avais déjà entendu parler, mais pas sur un... C'était un salon spécifique, en fait. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le salon solidaire, non. Dans le quartier Sainte-Thérèse, je ne sais plus comment. Alors, je suis intervenue le dimanche pour faire du salon, effectivement, ce qu'on appelle le salon solidaire. C'est une journée pour les femmes. Donc, il y a coiffeuse, esthéticienne, les ongles et massage. Donc, voilà, c'est toute une journée pour les femmes. Mais il y a des hommes aussi qui viennent. Mais bon, c'est... Oui, ils ont le droit de se faire. Voilà. Qu'on prenne soin d'eux aussi. Oui, tout à fait. Il y a des barbiers pour les hommes. Il y en a pour tout le monde. Oui, il y en a pour tout le monde. Du bonheur pour tout le monde. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, nous parlons du don de sang ce matin avec le représentant de l'EFS, l'établissement français du sang en Bretagne, Julien Robinet. Est-ce que les dons sont suffisants pour alimenter, entre guillemets, les 63 hôpitaux et cliniques de la région? En 2018, ça représenterait combien de patients soignés grâce aux dons?
Alors, beaucoup de patients, après, c'est un petit peu... Il n'y a pas de parallèle direct entre le nombre de produits transfusés et puis le nombre de patients, puisqu'on peut être amené à être transfusé et à être retransfusé après. Je vais plutôt répondre de l'autre côté en termes de dons. C'est 140 000 dons de sang qui ont été prélevés sur une année en Bretagne. Donc, c'est un chiffre important qui nous permet de répondre aux besoins à la fois en Bretagne et qui nous permet également aussi de répondre aux besoins sur des patients d'autres régions. Puisqu'on prélève en Bretagne. Il y a une solidarité également entre régions. Alors. Exactement, il y a une solidarité puisque le niveau de réserve il est national. Et donc, comme en région Bretagne, nous avons un indice de générosité, c'est-à-dire le nombre de donneurs par rapport à la population qui est un petit peu supérieur à la moyenne nationale. Cette générosité nous permet régulièrement d'aider d'autres régions. C'est une bonne nouvelle, ça, mais ça ne nous étonne pas. Les Bretons sont généreux, on le sait, on confirme. Alors, parmi ces donneurs, écoutez, on est allé recueillir le témoignage de l'un d'eux. Il s'appelle Julien Marion, un jeune homme que Billy a rencontré à l'issue de son don, à la Maison du Don, justement, de Rennes. Regardez. Bonjour tout le monde, bonjour Julien, ça va bien? Ça va, je vous remercie. Alors, on est venu rencontrer ce matin Julien qui vient de faire un don du sang. Exactement. Déjà, bravo pour ce geste. Merci. Moi, ma première question, c'est combien de temps ça a duré, là, cette prise de sang, ce don du sang? En tout et pour tout, je dirais 45 minutes. 45 minutes avec donc la prise et puis les petits rendez-vous qu'il y a avant. Voilà, le temps d'arriver, de s'inscrire, de remplir le questionnaire et de faire le prélèvement en tant que tel. Effectivement. Voilà. Et du coup, alors, quelle est la démarche quand on vient ici? Alors, tu as quel âge? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans. Donc, à 32 ans, quand on vient ici donner son sang, c'est quoi la démarche? Il y a une histoire derrière? C'est juste une... Non, c'est quelque chose d'assez simple, finalement. C'est d'abord l'envie d'être utile, hein, l'envie de rendre service. Et puis, ça coûte pas grand-chose, quoi. Ça prend pas de temps, ça coûte pas d'argent. Et c'est un moment qui est toujours convivial. On est toujours très bien reçu. Ouais. Donc en fait, il n'y a que des avantages, quoi. Alors c'est la combienième fois là? C'est la première fois ou tu es déjà venu plusieurs fois? Non, c'est pas la première fois. Moi, j'essaie de donner assez régulièrement mon sang. D'accord. Voilà, une fois par an, quoi. Voilà. Une fois par an? Ouais. Donc c'est pas une démarche qui prend beaucoup de temps de venir donner son temps en durée et en récurrence aussi, quoi. Non. Je pourrais le faire plus puisque je crois que c'est une fois toutes les 8 semaines. Mais bon, moi je le fais à peu près une fois par an et à chaque fois, c'est une belle expérience. Alors du coup, comment tu te sens une fois que tu as donné ton sang? Parce que tu n'as pas l'air d'être trop fébrile, tu n'as pas encore mangé ni bu, enfin, un petit peu de flotte. Mais c'est comment? On est dans les vapes, on est comment? Non, moi j'ai jamais ressenti aucune gêne. Il faut juste y aller tranquille, quoi. Se lever tranquillement, marcher tranquillement, bien respirer, boire. Et généralement tout se passe bien. Et on évite après de faire une activité sportive peut-être un peu trop... C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Moi j'avais un petit jogging de prévu ce soir à 18h30. Ouais. Donc je crois que je vais devoir l'annuler. Bon, tant mieux, comme ça va être la petite bière plutôt à 18h30, quoi. Je sais pas si c'est très conseillé non plus. Je vais me renseigner. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux gens? Parce qu'on nous a dit entre 20 et 40 ans, c'est là où on veut, et on a besoin vraiment d'avoir le plus de gens. Qu'est-ce que toi tu auras envie de dire aux gens pour leur dire, venez ici donner votre sang? Encore une fois, moi j'ai envie de dire, c'est juste que du positif, quoi. On est bien accueillis par une équipe compétente, sympathique. On se sent bien, en fait. On se sent bien parce qu'on a fait un don. Et les occasions de donner ou de faire un don aujourd'hui ne sont pas si fréquentes. Et franchement, ça fait du bien. Et encore une fois, ça coûte quasiment aucun effort. C'est ça, on se sent utile, quoi. On se sent utile et c'est hyper agréable. Bon. Et on peut sauver des gens on peut sauver des gens et on a toujours besoin de plus en plus de sang. Et le sang est irremplaçable, donc il faut donner. Et donc Julien, tu viens ici donner ton sang. Alors c'est une démarche qui vient personnelle ou une démarche de famille? Papa, maman venaient aussi avant? Alors moi, à la base, c'est plutôt une démarche personnelle. La première fois, j'avais peut-être 18 ans. Et c'est vraiment l'EFS, donc l'établissement français du sang, qui était venu à notre rencontre dans mon établissement. Et l'occasion avait été créée comme ça. Et ensuite, je l'ai fait régulièrement. Voilà. Okay. Et tu véhicules cette image autour de toi, tu donnes envie aux gens de venir? Peut-être que tu es venu avec des amis aujourd'hui ou Oui, je suis venu avec quelques camarades de promo. On étudie à l'école juste à côté. Et effectivement, il y a des gens qui ont pris le lead là-dessus, qui ont organisé un peu les plannings et qui ont fait un peu de pub
pour qu'on soit les plus nombreux. Et j'ai répondu à l'appel. Voilà. Très bonne démarche. Et ben, ensemble, tout ça, ça s'est bien fait. Et merci beaucoup, Julien, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Maintenant, je vais te laisser aller manger et boire un petit peu de jus d'orange. Ça va aller mieux pour reprendre un peu de couleur. Allez, au revoir tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Alors, Julien, les hommes, justement comme Julien, il s'appelle comme vous, sont rares parmi les donneurs. Et c'est un profil que vous recherchez beaucoup, la tranche d'âge 30-40 ans chez les hommes? Alors, au niveau du profil des donneurs, on a une variation en fonction de l'âge. C'est vrai qu'entre 18 et 25 ans, on a une proportion de donneurs, je dirais, assez élevée. En fait, on a un passage au don qui est souvent facilité par des collègues qui sont organisés dans les secteurs d'enseignement. Oui. On a aussi une disponibilité qui est un petit peu plus grande. Et puis, avec le temps, après, on voit que, eh bien, après 25 ans, 40 ans, on a une moindre disponibilité parce qu'on est pris par son emploi, parce qu'on a sa famille. Et on voit cette disponibilité revenir après, à partir de 50 ans, lorsqu'on est plus installé dans la vie, et puis avec la disponibilité aussi liée à la retraite. Donc, voilà, on a cette variation dans le temps, et donc, eh bien, on cherche aussi, voilà, à mobiliser les donneurs, donc jeunes donneurs, effectivement aussi, et aussi, voilà, jusqu'à une quarantaine d'années. Pour bien que les donneurs viennent et puissent s'inscrire aussi dans un parcours de don, puissent s'inscrire dans le temps, leur parcours de donneur, qui ne soit pas juste à un moment donné, mais qu'ils s'inscrivent dans la régularité. Comment travaillez-vous justement à amener cette régularité ? Alors par le dispositif de collecte déjà, qui est programmé tout au long de l'année, où on peut trouver régulièrement, proche de chez soi ou proche de son lieu de travail, un lieu de collecte. Également aussi avec une évolution de notre offre, avec le développement des maisons du don. Il y a une maison du don sur les 6 principales grandes villes de Bretagne qui sont ouvertes toute la semaine, tout au long de l'année. Donc on peut venir facilement, régulièrement donner son sang. Et puis, il y a également, évidemment, le site internet de l'établissement français du sang qui permet d'avoir tous les renseignements. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le parcours d'une poche de sang? Parce que finalement, ça reste assez mystérieux pour chacun d'entre nous et ça peut peut-être, le fait de démystifier un peu tout ça peut aider à donner peut-être. Oui, alors on a souvent tendance à penser que le don de sang est transfusé tel quel. Voilà. En fait, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Au niveau du don de sang, lorsqu'ils sont prélevés, donc au niveau de la région Bretagne, l'ensemble de ces dons reviennent à Rennes sur un service de préparation qui permet de séparer ces différents éléments et préparer donc un concentré de globules rouges, un concentré de plaquettes et puis également du plasma. Et ces 3 produits eh bien, repartent au niveau des services de distribution et délivrance au plus proche des besoins des malades, puisque notamment dans les contextes d'urgence, eh bien, la proximité du dépôt et des réserves est primordiale pour permettre de répondre aux besoins au plus vite. Alors, vous parliez de l'entretien pré-don. Expliquez-nous ce que c'est en amont, parce que ça, pareil, on a besoin d'éclairage sur ce sujet. Est-ce qu'il faut avoir révisé avant? Parce que si on fait des impasses, est-ce que ouais. Non, c'est pas un examen. Okay. Le but de cet entretien pré-don, eh bien, il y a une série de questions. Et donc, il y a un entretien avec soit un médecin, soit une infirmière qui est habilitée pour cet entretien, pour vérifier que eh bien, les conditions du don sont réunies, c'est-à-dire d'assurer la sécurité à la fois des donneurs, qu'on ne prenne pas de risque par rapport à son don, et également qu'il n'y ait pas d'éléments prise de risque vis-à-vis des receveurs, notamment en termes de transfusion, en termes de transfusion de pathologies qui pourraient passer via le don. Donc si on a une transfusion, on est interdit de don? Si on a eu une transfusion par le passé? Alors, il y a une série de critères de sélection des donneurs qui est définie par un arrêté ministériel. Et donc, le but de ces critères de sélection, voilà, c'est d'assurer cette sécurité-là. Donc, ça serait un petit peu compliqué de rentrer dans le détail de chacun de ces critères-là. Mais effectivement, lorsqu'on a été transfusé, c'est un des critères qui font qu'on ne peut pas redonner son sang. Et puis, vous analysez le sang, vous le qualifiez, comme vous dites, vous qualifiez le don. Donc s'il y a une quelconque anomalie, vous prévenez les donneurs, bien sûr. Voilà, il y a plusieurs éléments pour assurer évidemment la sécurité en termes transfusionnels. Il y a effectivement cet entretien pré-don, qui est un des éléments de la chaîne. Il y a ensuite une série de tests biologiques qui sont réalisés sur chacun des dons. Et le produit issu de ce don ne peut pas être utilisé tant qu'on n'a pas les résultats de ces analyses. Et il y a ensuite des techniques d'inactivation des pathogènes qui sont également mis en place au niveau de la préparation lorsqu'on produit ces produits sanguins. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui permettent d'avoir aujourd'hui un niveau de sécurité transfusionnelle les plus élevés au monde en France.
Bah écoutez, avec ça, si on n'est pas motivé par les donner notre sang, je ne sais pas ce qu'il faut. Merci beaucoup, Julien Robinet. On aurait discuté encore avec vous pendant des heures. C'était passionnant. Merci. On va maintenant, avec vous, Anaïk, parler d'une nouvelle filière physiologique à l'hôpital de Rennes. Au niveau des sages-femmes, on va dire ça, vous êtes une équipe de 11 sages-femmes mobilisées pour mettre en place un accouchement le plus naturel possible. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette filière physiologique? Alors, l'idée de la filière, c'est d'offrir aux femmes un parcours spécifique pour les femmes qui ont choisi un accouchement physiologique. Donc physiologique, c'est-à-dire qui respecte au maximum les mécanismes naturels du corps et notamment avec le moins d'intervention technique autour de la naissance. D'accord. Donc par exemple sans péridurale. Ce qui implique l'absence de péridurale, exactement. D'accord, ok. Jusqu'ici, ça se passait comment et qu'est-ce qui va changer très concrètement depuis la mise en place de cette filière? Alors, ce qui change, c'est que désormais, les femmes, quand elles ont ce souhait d'accouchement physiologique, elles sont suivies donc par, comme vous l'avez dit, par cette équipe de 11 sages-femmes. À l'hôpital Sud de Rennes. À l'hôpital Sud de Rennes. Elles ont une sage-femme référente qu'elles voient pendant leur consultation. On fait aussi de la préparation à la naissance et on a des locaux propres à la filière qui comprennent une salle de consultation, une salle d'attente, une salle de préparation à la naissance. Et en salle d'accouchement, ce qui change beaucoup, c'est qu'il y a forcément une des 11 sages-femmes de la bulle, c'est comme ça qu'on appelle c'est comme ça que vous avez appelé, c'est joli la filière. Une des 11 sages-femmes de la bulle qui est présente en salle d'accouchement pour accueillir les femmes et les suivre tout au long de leur travail et de leur accouchement. Ce qui permet de construire avec elles tout au long de leur grossesse leur projet de naissance et de travailler avec elles sur cet accouchement. Est-ce que ça concerne toutes les femmes potentiellement ou alors il y a vraiment des critères médicaux qui écartent certaines d'entre elles de ce choix-là, on va dire? Alors bien entendu, il y a des critères médicaux. Le premier, c'est de n'attendre qu'un seul bébé, de ne pas avoir de maladie particulière, de maladie chronique. Et si jamais il y a eu des grossesses précédentes et des accouchements précédents qui soient passés sans particularité. On s'appuie sur les recommandations de la Haute Autorité en Santé qui définit les grossesses à bas risque, dans d'autres jargons. Et alors même si on est à bas risque, est-ce qu'il est possible de changer d'avis en cours de grossesse? Tout à fait. Chaque femme reste libre de ses choix pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Et réciproquement, nous pouvons aussi décider si une anomalie, une pathologie arrive pendant la grossesse, de transférer la patiente vers le secteur classique, la filière classique de la maternité. Nous avons régulièrement des staffs, des équipes, des réunions pluridisciplinaires avec les obstétriciens aussi pour échanger autour de certains dossiers de patientes et elles peuvent être basculées vers la filière classique si besoin. Donc il y a vraiment une sécurité garantie. C'était ça un peu l'objectif. C'était au-delà de ces femmes qui, par exemple, souhaitent accoucher à la maison. Là, vous offrez ce côté naturel, mais avec la sécurité d'un équipement et d'une équipe qualifiée autour. C'est ça? Exactement. Okay. Vous vous êtes formée individuellement? Comment ça s'est passé? Alors, parmi les professions médicales, les sages-femmes sont les spécialistes de la physiologie. C'est déjà la définition à cette sensibilité. Voilà. Au sein, donc bien sûr, parmi les 11 sages-femmes de l'équipe, on est toutes sensibilisées pendant notre carrière professionnelle à l'accompagnement des femmes sans péridurale, parce que c'est ça aussi au moment de l'accouchement. Nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sur nos protocoles, sur nos pratiques professionnelles avant de mettre en place la bulle. Et nous avons encore des réunions entre nous pour remettre toujours en question et se questionner sur nos pratiques. Et on a quelques sages-femmes qui sont en train de se former à des techniques un peu plus particulières de type hypnose ou acupuncture. D'accord. Bon, en gros, on est bien traités chez vous. Ça se passe très concrètement comment, si on souhaite justement faire cette démarche auprès de la bulle? On appelle juste le secrétariat de l'hôpital Sud. Exactement, et on demande à être vous appelez le secrétariat les consultations de l'hôpital Sud, vous dites que vous voulez être suivi par la bulle. La particularité de notre filière, c'est que les femmes peuvent être suivies par le secteur libéral aussi si elles le veulent. C'est-à-dire qu'on peut faire des suivis conjoints ou d'un suivi exclusif au sein de la bulle. Ça, c'est les patientes qui choisissent. Le mieux, c'est quand même de faire une consultation assez précocement pendant la grossesse, même si elles vont être suivies après, certaines en libéral, certaines vont rester au sein de la bulle pendant tout le temps. Voilà. Et nous faisons des réunions d'information tous les 3e samedis du mois au sein de la bulle. Voilà. Parfait. J'ai 2 questions. Est-ce qu'on peut appeler Béatrice pour avoir le massage? Et est-ce qu'il y a des casse-croûtes après l'accouchement? Ok, je vais faire ça aussi. Je crois que les massages, on est tout à fait partant pour l'équipe et pour les femmes. Ah bah oui.
Merci beaucoup à tous. Merci Julien, merci Béatrice et merci Anaïk. On va maintenant rouler vers la suite de cette émission. Pas toujours facile d'entretenir sa voiture, ça coûte souvent très cher. Eh bien, à Caudan, dans le Morbihan, un self-garage a ouvert ses portes. Le principe est très simple. Les usagers, c'est pas facile à dire, louent le matériel à l'heure et font eux-mêmes les réparations nécessaires accompagnés d'un professionnel. Je propose tout de suite un zoom sur ce garage solidaire, une découverte signée Bleuen-Le Born et Philippe Bauger. Le frein à main de la voiture de Jacques fait des siennes. Dans ce garage solidaire, il va pouvoir le réparer en partie lui-même, ce qui l'arrange bien. Je n'ai pas les moyens de faire payer des réparations dans un garage traditionnel. C'est le premier aspect. Et deuxièmement, en fait, j'ai envie d'apprendre et de faire moi-même. D'être assisté par un mécanicien professionnel qui me permet d'apprendre pour que je sois autonome en mécanique après. Il faut que tu supportes le moteur aussi. D'accord, sixième cran. Ici, les usagers paient une cotisation de 20 € à l'année. Ensuite, pour 30 € de l'heure, ils ont tous les outils nécessaires à disposition. Marie, elle, est venue pour faire la vidange de sa voiture. Ce qui est bien, c'est le pont aussi, parce que la vidange, quand on est au sol, c'est quand même beaucoup moins agréable de le faire au sol. Et donc du coup voilà, puis là il y a tout pour récupérer l'huile et on n'a pas à s'embêter à emmener ça à la déchetterie après, enfin voilà, c'est quand même plus pratique, quoi. Par contre, il va falloir la vidanger maintenant. On va la vidanger pour le modèle. On leur montre un petit peu comment ça fonctionne et puis on essaie de leur faire un petit peu les tâches voilà, mécaniques, sauf les grosses interventions, quoi, voilà. Elles sont un peu plus délicates, donc là on évite de faire travailler les gens, en fait, les clients, pour ces tâches-là. Romuald est le seul salarié du garage. Les usagers achètent eux-mêmes leurs pièces. L'idée est que tout le monde mette les mains dans le cambouis pour ne pas se ruiner. Ça revient 3 à 4 fois moins cher par rapport à un concessionnaire qui va, lui, avoir beaucoup d'intermédiaires au niveau des pièces et qui va payer, évidemment, des salaires, quoi. Donc aujourd'hui on a moins de salaires, c'est une entraide entre bénévoles et entre adhérents, quoi. Depuis son démarrage, une initiative qui rencontre un franc succès. On va en discuter avec Stéphane Tual qui nous a rejoint, Maudé Guérillon également et Kevin Ranou. Stéphane, vous êtes directeur du groupe Néo 56, un acteur important qui favorise l'emploi dans le Morbihan. Racontez-nous un petit peu d'abord ce que vous pensez de cette initiative de garage solidaire à Caudan. Vous la connaissez? Oui, bien sûr, on connaît. C'est quelque chose d'assez complémentaire à ce que l'on fait, nous, déjà, au niveau du groupe Néo 56, plus spécifiquement sur sa filière Néo-mobilité. Donc là les bénéficiaires travaillent, réparent eux-mêmes leur voiture accompagnés d'un professionnel. Nous, on est plus dans une logique où on a un garage sur le gminé et on fait les réparations nous-mêmes avec des professionnels. Mais on est dans une autre logique, sur une logique de prescription par les travailleurs sociaux. Alors que là, tout public peut venir au garage de Caudan. Ouais, alors la mobilité, aujourd'hui on le sait, c'est un facteur déterminant pour l'insertion sociale et l'insertion professionnelle de tout à chacun. Comment vous œuvrez aujourd'hui justement pour favoriser l'emploi sur le territoire? Le groupe Néo 56 a été créé en 2014, mais c'est une longue histoire, c'est 30 ans d'histoire sur le territoire vannetais. Et dans les freins au retour à l'emploi, il y a 2 freins majoritaires, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est la garde d'enfants et les problèmes de mobilité. Et donc, il y a quelques années, il y a 5 ans de ça, on a travaillé avec le conseil départemental, il y avait un garage solidaire sur Vannes, un peu sur ce modèle qu'on vient de voir, et qui a fermé. Et donc, ils nous ont demandé de reprendre l'activité. Donc, on ne souhaitait pas reprendre toutes les activités du garage solidaire, on a repris l'activité de location de voitures, et on a démarré, donc il y a 4 ans, avec 4 voitures. On a embauché un mécano et on a démarré le garage comme ça. Donc ça permet à des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui trouvent un emploi ou qui, pour aller à un entretien d'embauche ou aller à une formation, d'avoir un véhicule lorsqu'ils ont le permis, bien évidemment. Alors bah oui, bien sûr. C'est pour ça aussi que vous avez mis en place une auto-école solidaire itinérante. Ça c'est unique en France. On est les seuls en France. On est les seuls en France à avoir cette logique d'itinérance. Des auto-écoles solidaires, il y en a d'autres, bien évidemment. Alors pourquoi cette logique, justement? Pourquoi avez-vous choisi cette logique d'itinérance? Les administrateurs du groupe ont estimé que les problèmes des gens qui avaient des problèmes de mobilité, c'était plus
aux structures de se rapprocher d'eux qu'à eux de venir vers nous. Donc notre logique a été de se rapprocher du besoin de l'utilisateur ou du bénéficiaire. Et donc c'est pour ça qu'on a été chercher donc, cet agrément d'itinérance. Alors on travaille sur le territoire du Pays de Vannes, on se déplace sur une période de 3 mois sur chaque territoire pendant l'année, on a 4 sessions dans l'année. Alors pour pouvoir s'inscrire, est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire très concrètement? Expliquez-nous comment ça se passe. Est-ce qu'il y a les relais des Alors sur l'auto-école, c'est très particulier, bien évidemment, c'est sur prescription. Hein. C'est avec les travailleurs sociaux du département, de la CAF. Donc là, il y a des prescriptions. Ensuite, il y a un dossier qui est monté. Le moniteur fait passer des tests. Hein. Et ensuite, il y a une commission qui se réunit et qui attribue les places, sachant que par territoire, on a 5 places par an. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est déjà très utile. Voilà. Voilà. Et au niveau de la location de voitures, ça se passe comment concrètement? Est-ce que ce sont les demandeurs d'emploi qui se rapprochent directement de vous, ou alors là encore, on passe par les partenaires sociaux? Non, là, pour le coup, on a voulu faire quelque chose de très simple. Il n'y a pas de prescription en tant que telle. Un bénéficiaire peut appeler le mécanicien, un gestionnaire, s'il y a des voitures disponibles. Bien sûr, on travaille avec tout le réseau des travailleurs sociaux, avec tout le réseau des CCAS, mais c'est beaucoup plus simple en termes d'accessibilité. Alors vous dites que ça s'adresse aux demandeurs d'emploi, mais aussi ça favorise le maintien dans l'emploi. Et là, vous insistez là-dessus. C'est ce qu'on... Enfin, on se rend compte de ça depuis environ 1 an et demi. C'est-à-dire qu'auparavant, l'idée, c'était de favoriser le retour à l'emploi. Aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité pour le maintien dans l'emploi, entre autres, pas que, mais entre autres, avec des problèmes de contrôle technique. Les gens ont 2 voitures, le couple travaille, il y a une voiture, on va dire, très correcte, puis une voiture qui est un peu plus ancienne, passe au contrôle technique, et là, ne passe pas au contrôle technique. Aujourd'hui, la voiture reste au bout de 24 heures, elle est immobilisée. Et là, les employeurs nous appellent en disant, mon salarié, il ne peut plus venir au boulot. Est-ce qu'il, lui, peut bénéficier d'une voiture dans le cas d'immobilité? Ce qui nous complexifie la vie, hein, parce qu'on a aujourd'hui, dans la location simple, classique pour les demandeurs d'emploi, on a déjà une liste d'attente de... Je regardais hier soir, on devait avoir 25 personnes en liste d'attente. Voilà. Et on a 38 voitures aujourd'hui qui roulent. Donc il y a énormément de demandes, et là c'est un vrai souci. On est en train de travailler avec les entreprises justement pour essayer d'améliorer ce service-là et qu'il y ait une participation des entreprises à ce fonctionnement. Il va falloir ouvrir d'autres antennes. Est-ce que c'est en projet? Est-ce que vous avez déjà des contacts avec d'autres départements bretons? Alors, on a eu une première discussion avec le conseil régional sur un éventuel essaimage. Nous, on n'a pas la prétention d'aller dans d'autres départements, on est bien dans le 56. Maintenant, si d'autres structures veulent copier le modèle, il n'y a aucun souci, on leur donnera volontiers les clés du fonctionnement. Vous aidez combien de personnes chaque année? 2018, 5200 jours de location. Ah oui. Comme quoi, c'est un service extrêmement utile. Vous connaissiez, Catherine, ce service? Non, du tout, du tout. D'ailleurs, j'ai une question par rapport au permis. Est-ce qu'après l'examen du permis, il y a un casse-croûte? Alors, ça peut être envisagé. Hein. Aujourd'hui, non. Vous voyez, ça peut s'améliorer. C'est déjà très bien, mais ça peut s'améliorer, en effet. Ouais. Il n'y a pas de critère de groupe sanguin oui. Non plus. Il faudrait mettre en place, vous savez, pendant qu'on roule, une petite perfusion. Je pense que Julien Robinet ne serait pas contre. Je suis sûr que ce soit d'une efficacité redoutable. Bon, il faut voir. Vous connaissiez, Maudé et Kevin, cette initiative morbihannaise? Moi, je ne connaissais pas. Mais je connais En route pour l'emploi à Brest. Brest, oui. Ça se rapproche un peu. Tout à fait. Alors, En route pour l'emploi, la démarche est assez similaire? C'est quelque chose de très proche de ce qu'on a fait sur le 56, qui a été fait dans la région brestoise, oui. Très bien. Alors nous, maintenant, on va partir en direction de Brest plutôt. Nous mettons en lumière, vous le savez, chaque semaine un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Et ce mardi, il s'agit de votre projet, Maudé et Kevin. Vous arrivez de Brest où vous avez le projet d'installer un espace dédié au brassage de la bière. Racontez-nous tout. Alors vous avez tous les deux 27 ans. D'où vous vient cette passion pour la bière, dites-nous? Moi, j'ai commencé à brasser avec mon père dans la cave. Ça sentait bon, donc je me suis dit pourquoi pas. Et après, en master d'études rurales, j'ai commencé à travailler sur le développement d'une filière brassicole. Donc, Vous êtes biologiste, de formation? Non, Kevin est biologiste. Kevin. Moi, je suis ruraliste, aménageur du territoire en milieu rural. Et donc, j'ai travaillé, j'ai fait une enquête auprès des brasseurs et étudié la faisabilité d'une filière brassicole en Bretagne. Alors ça signifie quoi, une filière brassicole, justement? Expliquez-nous un peu. Une filière brassicole, donc c'est de l'agriculteur au consommateur, au buveur.
vous tracez les buveurs. C'est la traçabilité jusqu'au buveur. Ça, c'est risqué, j'en connais. Est-ce qu'on peut faire une bière exclusivement bretonne, en partant du champ en Bretagne, en passant par la malterie et la fabrication de bière en Bretagne, à Brest éventuellement. Ouais. Alors, Kevin, vous êtes biologiste de formation, donc voilà. Vous avez retrouvé votre ami d'enfance. Et vous vous êtes dit, tiens, c'est une bonne idée finalement de se mettre à brasser une bière bretonne. Donc moi, j'étais plutôt à la base dans la dégustation de la bière. C'est bien. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une infinité de possibilités en fait dans les recettes. Surtout que maintenant, avec toutes les microbrasseries qui se créent, on a une offre vraiment impressionnante en fait en termes de bières différentes, dans les styles, etc. Donc je me suis demandé un peu comment on faisait ça, et en fouillant un petit peu, donc je me suis bien documenté, et j'ai sauté le pas en fait de brasser pour faire la bière que je voulais, tout simplement. Et donc on a eu cette idée-là aussi de se dire, parce que beaucoup de brasseurs amateurs produisent chez eux, et on a voulu donc essayer de montrer aux gens que c'était pas si compliqué que ça de faire de la bière, à son goût. Alors, elle a quel goût, votre bière? Essayez de nous la définir. Elle est comment, ça dépend des styles aussi. Vous la vouliez comment? Alors moi, j'aime bien les bières houblonnées, généralement. Donc c'est plutôt mon credo, entre guillemets. Modé, lui, c'est plutôt les bières brunes, généralement. Ah, vous n'avez pas le même goût, du coup? Voilà. Donc en fait, on est assez complémentaires sur le brassage. Enfin, avec le côté biologiste, j'ai essayé de pousser un peu plus la technique, on va dire. Essayer de savoir pourquoi et comment ça donnait ce résultat. Et voilà, au fur et à mesure des brassages, on s'améliore. Et puis, donc on a voulu donner l'opportunité là aux brasseurs amateurs qui veulent se lancer à Brest. Donc en donnant des cours de brassage, en mettant à disposition de la location de matériel, en vendant des matières premières pour qu'ils puissent brasser. Et donc aussi, nous, continuer à produire pour offrir aux gens nos produits. Donc c'est un vrai lieu collaboratif que vous avez envie de faire vivre, un vrai lieu d'échange, un espace de rencontre et de formation finalement, c'est ça aussi. Autour de cours de brassage ou de temps de dégustation, il y aura des casse-croûtes. Merci. Tout va bien, c'est bon. Les gens ont l'air très contents en tout cas sur la photo. Ils ont tous le sourire. C'est le moment de la dégustation. À ce moment-là, tout le monde est content. Comment vous démarquez-vous des microbrasseries qui sont, vous l'avez dit, de plus en plus nombreuses à ouvrir? C'est justement par ce côté convivial, d'échange, Par rapport aux microbrasseries, dans l'ensemble, on sera beaucoup plus petits, on va faire une petite production. Mais l'idée, c'est surtout d'ouvrir l'atelier de brassage aux amateurs, aux curieux autour de la bière. Et donc c'est en ça qu'on se démarque. Et d'adapter aussi nos bières au goût des consommateurs en faisant des bières événementielles. Des bières événementielles. Éventuellement. Donc vous fêtez par exemple, je ne sais pas, les 40 ans de France 3. Ah tiens, c'est une sacrée idée. Alors là, c'est un peu plus pour France 3. On peut vous faire une cuvée spéciale 40 ans de France 3. Donc c'est en ça qu'on se démarque. Si vous insistez, on va peut-être pouvoir se mettre d'accord. Vous faites c'est vraiment du cas par cas, des modèles uniques, on va dire, vos bières, c'est un peu ça. C'est ça. Oui, en petite production, 20 litres à 300, 400 litres. D'accord. Le local, vous l'avez, mais vous êtes en passe de signer le bail. Il reste à équiper votre atelier maintenant. Et c'est pour ça que vous faites appel justement au financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous demandez 6 000 €. À quoi vont servir les dons, dites-nous? Alors, tout d'abord, ce financement participatif nous permettra on va dire d'appuyer notre demande à la banque pour avoir un prêt, parce que c'est un projet qui coûte un peu plus de 30 000 €. Donc il faut savoir qu'il va falloir acheter beaucoup de matériel pour brasser, pour fermenter, etc. Il faut acheter quel type de matériel? Donc ça va être des cuves de brassage, des cuves d'ébullition, des fermenteurs en inox, avec un système de refroidissement aussi. Après, il y a tout ce qui va être capsulage, embouteillage, etc. Donc c'est plein de petits matériels qui vont se rajouter, se greffer. Et il y a aussi donc, le matériel qu'on va aussi proposer à la location, qu'il va falloir qu'on achète. Donc, qui là sera proposé donc, aux brasseurs amateurs qui viendront chez nous brasser. Alors ils pourront brasser à la journée, à la semaine, comment ça se passe? On loue pour combien de temps? On louera pour une session de brassage, généralement c'est 4-5 heures on va dire. Donc les gens pourront venir à l'heure qu'ils le désirent en fait. Donc sous prise de rendez-vous préférentiellement, pour qu'on puisse quand même aussi conserver notre activité de microbrasserie à côté, parce que
Le local ne sera pas hyper spacieux non plus, donc pour avoir 3 personnes qui brassent en même temps, ça risque d'être compliqué. Il va y avoir des embouteillages. Mais donc voilà. Donc ce sera dans quel quartier de Brest? À travers le secteur de Saint-Martin, normalement. Très bien. Donc dans le centre-ville. Quand est-ce que vous espérez inaugurer votre atelier? Dites-nous. Donc on pensait faire ça début avril de cette année. On est invité? Il y aura Bon, bah écoutez, très bien. Et ben, rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, amis bretons, téléspectateurs. Eh bien, vous allez sur la plateforme kengo.bzh pour participer à ce joli projet de Kevin et Modé. On espère que vous allez très vite. Il reste combien de jours là pour participer? Une semaine. Une semaine. Ouais. Il vous manque combien? Il doit nous manquer 1 500 € environ, je pense. On n'est plus très loin. On n'est plus très loin, on avance. Bon, allez, un petit effort encore et puis ça va être bon. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce très très joli projet. Eh bien voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission, ma chère Catherine. Il faudra demander peut-être à Monsieur Robinet si on peut donner son sang après l'apéro. On va voir, peut-être pas, parce que sinon on donne plus de la bière qu'autre chose. Mais c'est pas mal. Alors on a oublié de le préciser quand même, avec modération. C'est important. Quand il y a du goût, quand il y a du qualitatif ou de la recette, presque c'est de la dégustation en fait que vous proposez là de C'est de la dégustation, c'est de la pédagogie. Donc on voulait amener du malt et du houblon pour vous montrer. Mais voilà, on a oublié, mais c'est de la pédagogie. C'est pour voir qu'est-ce qui se cache derrière la bière aussi et pour l'adapter au goût du consommateur et de l'adapter à ce qu'il y a dans le casse-croûte. On peut vraiment faire... on va y aller, hein, Laurence. Ouais, je pense qu'on va prendre rendez-vous. Toujours du mal à... Enfin, en général, je fais des liens entre les différents. Mais là, ça va être difficile entre la voiture et... Oui. Quand même, hein, c'est pour ça. Oui. On aura une gamme de bières sans alcool, sûrement. Ah bah voilà, mais tout va bien, vous voyez. Comme vous connaissiez l'initiative de ces deux jeunes hommes. Les microbrasseries, il y en a beaucoup dans le Morbihan également. Oui. On a un restaurant d'insertion, nous, dans le groupe, et on travaille avec des brasseurs locaux. Donc, on connaît. Bon, j'ai une question de Madame la Script qui s'appelle Rebecca. Est-ce que vous pouvez faire une bière sans gluten? C'est possible, ça? Alors oui, c'est possible. Ah bah ouais, j'en connais une qui est ravie. Le process, je ne l'ai pas encore testé personnellement. Ouais. Après, tout est possible en fait dans la bière. Donc, Puis, une bière au sarrasin serait possible aussi. Oh, waouh. Bon, tout est possible, vous avez compris. Oui. C'est merveilleux. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés. Et on le rappelle, il faut donner votre sang. Tous les groupes sanguins sont les bienvenus. Julien Robinet nous l'a dit. Alors, vous vous rendez sur le site de l'établissement français du sang, forcément l'EFS. Et il ne faut pas hésiter. C'est un acte de générosité, car vous le savez, ensemble, c'est mieux. Allez, on vous lance tout de suite un appel à témoins. En vue d'une prochaine émission, nous attendons vos réactions sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Quelles sont les conditions pour y prétendre? Avez-vous réussi à valider la certification que vous visiez? Eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. On attend donc ces témoignages sur la page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3, et sinon le mail qui s'affiche sur votre écran, ou bien encore dernière solution, le numéro de téléphone. Voilà, c'est la fin de votre programme. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain mardi autour du thème principal. Demain, mercredi, autour du thème principal, je vais y arriver, de l'isolation thermique, il faut que j'arrête la bière. Très belle journée sur France 3 Bretagne, dans quelques minutes. Place à votre journal régional. Kenavo, belle journée à tous. Mercredi, c'est mercredi. Oui, c'est ça.